Bonsoir, c'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Je me réjouis de vous retrouver ce soir à notre rendez-vous nocturne. Ajustez votre oreiller, fermez vos rideaux. Un like aide cette chaîne à grandir et à vous offrir plus d'histoires apaisantes. Avant de commencer notre histoire, respirez avec moi. Inspirez doucement, expirez, laissez cette histoire vous transporter. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. Marguerite Gauthier se tenait debout devant la fenêtre de son appartement somptueux du boulevard de la Madeleine et regardait les lumières de Paris s'allumer une à une dans le crépuscule de septembre qui teintait le ciel de nuances roses et mauves, et elle se demandait, avec une mélancolie qui lui était devenue familière, combien de temps encore elle pourrait maintenir cette façade brillante de courtisane admirée avant que sa santé fragile ne la trahisse définitivement et ne révèle au monde entier ce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même, qu'elle était en train de mourir lentement de la tuberculose qui rongeait ses poumons depuis des années. Elle avait 23 ans seulement, mais elle en paraissait parfois 30, quand la fatigue creusait des cernes sombres sous ses yeux verts, et que les quintes de toux qui la secouaient dans l'intimité de sa chambre laissaient des traces de sang sur les mouchoirs de dentelle qu'elle cachait ensuite précipitamment pour que personne ne découvre son secret terrible. L'appartement où elle vivait était un concentré de luxe et de raffinement qui reflétait la position unique qu'elle occupait dans le demi-monde parisien de cette année, 1847, où la monarchie de Juillet vivait ces dernières années dans une atmosphère de fête continuelle et de plaisir insouciant qui masquait mal les tensions sociales qui grondaient sous la surface. Les murs étaient tendus de soie damassée dans des tons de bleu pâle et d'or qui captaient la lumière des lustres en cristal de Bohême. Les meubles étaient du style Louis XV le plus pur, avec leurs courbes gracieuses et leurs marqueteries délicates, les tapis persans aux motifs complexes étouffaient les bruits de pas et donnaient à chaque pièce une atmosphère feutrée de cocons protecteurs. Des camélias blancs frais étaient disposés dans des vases de porcelaine de Sèvres un peu partout dans le salon et la chambre. C'était la fleur préférée de Marguerite, qui en portait toujours un à son corsage et qui avait fait de cette simple fleur sa signature reconnaissable entre toutes dans les théâtres et les salons où elle apparaissait chaque soir. Marguerite était considérée comme une des plus belles femmes de Paris, avec ses cheveux d'un noir profond qui formaient des boucles naturelles qu'elle coiffait en chignon élaboré d'où s'échappaient quelques mèches savamment désordonnées, son teint de porcelaine qui gardait cette pâleur aristocratique, même sans les poudres qu'utilisaient les autres femmes, ses yeux verts bordés de longs cils noirs, qui pouvaient passer en un instant de la gaieté la plus espiègle à la mélancolie la plus profonde, sa bouche aux lèvres pleines et rouges, qui souriait facilement, mais dont les sourires ne montaient pas toujours jusqu'aux yeux. Elle avait une silhouette élancée, mise en valeur par les robes somptueuses qu'elle commandait chez les meilleurs couturiers de Paris, des robes de soie et de velours ornées de dentelles précieuses
et de broderies délicates qui coûtaient des fortunes et qu'elle ne portait souvent qu'une seule fois avant de les donner à sa femme de chambre ou de les offrir à des amis moins fortunés. Mais ce qui faisait vraiment le charme de Marguerite, au-delà de sa beauté physique évidente, c'était quelque chose de plus subtil et de plus rare, une combinaison d'intelligence vive et de sensibilité artistique qui la distinguait des autres courtisanes qui n'étaient souvent que de jolies poupées sans cervelle entretenues par des hommes riches. Elle lisait beaucoup, contrairement à la plupart des femmes de son milieu, des romans de George Sand et de Balzac qu'elle dévorait la nuit, quand elle ne pouvait pas dormir à cause de sa toux persistante, de la poésie de Lamartine et de Musset, qu'elle connaissait par cœur, et qu'elle récitait parfois à voix basse quand elle était seule. Elle aimait aussi la musique avec passion, et jouait du piano, avec une sensibilité qui étonnait ceux qui l'entendaient. Elle assistait à tous les concerts et à tous les opéras nouveaux, et pouvait discuter pendant des heures des mérites comparés de Rossini et de Verdi, avec une connaissance qui impressionnait même les critiques musicaux professionnels. Sa vie suivait un rythme immuable qui la laissait épuisée, mais qui était nécessaire pour maintenir sa position dans ce monde compétitif où une courtisane pouvait être remplacée du jour au lendemain par une rivale plus jeune ou plus belle. Elle se levait tard chaque jour vers midi, après avoir passé une nuit agitée, ponctuée de cauchemars et de quintes de toux. Puis, elle recevait pendant l'après-midi dans son boudoir une succession de visiteurs, des fournisseurs qui venaient présenter leurs dernières créations en espérant qu'elle les achèterait et ferait ainsi leur publicité auprès de ses riches protecteurs, des amis du demi-monde qui venaient prendre le thé et échanger les derniers ragots sur qui entretenait, qui et combien tel ou tel homme avait dépensé pour les bijoux de sa maîtresse, des admirateurs qui apportaient des fleurs et des cadeaux en espérant obtenir ses faveurs, même si elle les refusait poliment la plupart du temps, parce qu'elle était déjà sous la protection du comte de N, qui lui versait une rente, généreuse en échange de son exclusivité supposée. Le comte de N était un homme d'une 50aine d'années riche et distingué, qui avait fait fortune dans les chemins de fer et qui entretenait Marguerite depuis 3 ans. Maintenant, payant son loyer exorbitant et ses dépenses extravagantes en vêtements et bijoux et chevaux et voitures, sans jamais se plaindre. Même quand les factures atteignaient des sommes astronomiques qui auraient ruiné un homme moins fortuné, c'était un arrangement pratique pour Marguerite, qui avait besoin de cette sécurité financière pour maintenir son train de vie et payer les médecins qui la soignaient pour sa maladie qu'elle cachait soigneusement, mais elle ne ressentait aucun amour pour le comte qui était gentil mais ennuyeux, avec ses conversations interminables sur la bourse et la politique, et qui la touchait avec des mains molles et maladroites qui la laissaient froide et indifférente. Chaque soir, Marguerite s'habillait avec l'aide de sa femme de chambre Nanine, qui était la seule personne au monde à connaître vraiment l'état de sa santé et qui l'aidait à dissimuler les traces de sa maladie sous les fards et les poudres et les artifices de la toilette,
Puis elle partait faire sa tournée habituelle des théâtres et des salons et des restaurants à la mode où elle devait être vue pour maintenir sa réputation de reine du demi-monde parisien. Elle s'installait toujours dans la même loge au Théâtre des Variétés où tout Paris venait admirer non pas tant les spectacles sur scène que les courtisanes célèbres qui occupaient les loges du premier rang avec leurs toilettes éblouissantes et leurs diamants étincelants, et Marguerite savait que des dizaines de lorgnettes étaient braquées sur elle pendant toute la soirée pour observer chaque détail de sa robe et de ses bijoux et noter avec qui elle parlait et qui venait lui rendre visite dans sa loge pendant les entr'actes. Après le théâtre venaient les soupers dans les cabinets particuliers des grands restaurants où elle retrouvait le comte de N et d'autres hommes riches qui formaient son cercle habituel, des banquiers, des industriels et des aristocrates désœuvrés qui dépensaient des fortunes en champagne et en plats raffinés tout en discutant de politique et de finances avec cette assurance que donne l'argent. Marguerite jouait son rôle à la perfection, en riant aux plaisanteries qui n'étaient pas drôles, et en faisant semblant de s'intéresser aux conversations qui l'ennuyaient profondément, mais intérieurement, elle se sentait vidée et fatiguée de cette comédie permanente où elle devait constamment être brillante et charmante et désirable, alors que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était rentrer chez elle et se coucher dans son lit avec un bon livre et être tranquille. C'est lors d'une de ces soirées au théâtre en septembre que Marguerite remarqua pour la première fois Armand Duval, qui l'observait depuis une loge du deuxième. Armand avec une intensité qui la troubla parce qu'elle était différente du regard habituel des hommes qui la déshabillaient mentalement ou qui calculaient combien il leur en coûterait pour la voir. Le regard d'Armand contenait quelque chose de plus doux et de plus respectueux. Une admiration qui semblait aller au-delà de la simple beauté physique pour toucher à quelque chose de plus profond, et Marguerite se surprit à détourner les yeux avec une timidité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années parce que d'habitude elle soutenait sans problème le regard de n'importe quel homme. Elle demanda discrètement à un de ses amis, qui était ce jeune homme aux cheveux bruns, qui la regardait avec tant d'attention, et on lui répondit que c'était Armand Duval, le fils d'un receveur des finances de province, qui était monté à Paris pour faire ses études de droit et qui vivait modestement d'une petite rente que lui versait son père. Ce n'était donc pas un parti intéressant pour une courtisane comme Marguerite, qui avait besoin d'hommes riches pour maintenir son train de vie, mais quelque chose dans ce jeune homme l'intriguait malgré elle, et elle se surprit à le chercher du regard pendant toute la soirée, même quand elle faisait semblant d'écouter les conversations autour d'elle. Les jours suivant Marguerite retrouva Armand à chaque spectacle qu'elle fréquentait, toujours assis dans les places les moins chères du deuxième ou troisième rang, mais toujours avec ce même regard intense posé sur elle, qui la troublait et la touchait d'une manière qu'elle ne comprenait pas complètement. Elle apprit par des amis communs qu'Armand était amoureux d'elle depuis 2 ans déjà, qu'il venait au théâtre uniquement pour la voir et qu'il collectionnait tout ce qui la concernait, les programmes des spectacles où elle apparaissait, les articles de journaux qui mentionnaient son nom, même les fleurs
qu'elle laissait tomber parfois en sortant de sa voiture et qu'il ramassait précieusement comme des reliques sacrées. Cette révélation toucha Marguerite plus qu'elle ne voulait l'admettre parce qu'elle était habituée aux hommes qui la désiraient pour son corps ou pour le prestige d'être vue avec la courtisane la plus célèbre de Paris, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui semblait l'aimer vraiment sans rien attendre en retour, qui se contentait de la regarder de loin comme on contemple une œuvre d'art dans un musée sans espérer pouvoir la posséder. Elle se demanda ce qu'Armand voyait en elle qui méritait une telle dévotion silencieuse, si c'était vraiment elle, Marguerite, la personne qui l'admirait, ou seulement l'image brillante et superficielle de la courtisane célèbre qu'elle montrait au monde. Un soir après le théâtre, Marguerite donna une de ces grandes soirées qu'elle organisait régulièrement dans son appartement pour maintenir sa position sociale, une soirée où tout le demi-monde parisien se pressait pour boire du champagne et jouer aux cartes et danser jusqu'à l'aube, dans une atmosphère de luxe et de frivolité qui masquait mal le vide existentiel que ressentaient la plupart des participants. Elle fut surprise de voir arriver Armand accompagné d'un de ses amis qui avait obtenu une invitation et pour la première fois, ils se retrouvèrent face à face à une distance qui permettait vraiment de se parler plutôt que de s'observer de loin à travers les jumelles de théâtre. Armand était grand et mince, avec un visage haut, très fin qui trahissait une sensibilité et une intelligence rares. Ses yeux bruns la regardaient avec cette même intensité qu'elle avait remarquée au théâtre, mais de près, elle pouvait y voir aussi une vulnérabilité et une timidité qui le rendaient touchant et différent des hommes sur deux qui l'entouraient habituellement. Il portait des vêtements simples mais de bon goût qui contrastaient avec les toilettes extravagantes des autres invités, et Marguerite remarqua qu'il semblait mal à l'aise dans cette foule bruyante et superficielle, comme s'il était un étranger qui aurait atterri dans un monde qui n'était pas le sien. Ils parlèrent pendant quelques minutes de choses sans importance, du spectacle qu'ils avaient vu ce soir-là et de la qualité de la nouvelle production de l'opéra, et Marguerite fut frappée par la manière dont Armand l'écoutait vraiment quand elle parlait, au lieu de simplement attendre son tour pour placer ses propres remarques, comme le faisaient la plupart des hommes. Il y avait dans sa façon d'être une sincérité et une douceur qui la désarmaient complètement parce qu'elle avait passé tellement d'années dans un monde de mensonges et de calculs qu'elle avait presque oublié qu'il existait des gens capables de sentiments authentiques. Mais leur conversation fut interrompue par l'arrivée du comte de N, qui vint réclamer l'attention de Marguerite avec cette autorité possessive de l'homme qui paie et qui estime avoir des droits sur celle qu'il entretient, et Marguerite dut s'éloigner d'Armand avec un sourire d'excuse qui cachait mal le regret qu'elle ressentait de devoir couper court à cet échange qui commençait à peine. Elle passa le reste de la soirée à jouer son rôle habituel d'hôtesse brillante et charmante, tout en cherchant Armand du regard à travers la foule, et elle le vit finalement partir tôt, avec une expression de tristesse sur le visage qui lui serra le cœur d'une manière
inexplicable. Les semaines suivantes, Marguerite et Armand se croisèrent régulièrement lors de divers événements mondains et peu à peu, ils développèrent une forme d'amitié qui était inhabituelle dans le monde où évoluait Marguerite parce qu'elle n'était basée sur aucun calcul financier ou social, mais simplement sur une attirance mutuelle qui allait au-delà des apparences. Armand venait la voir dans sa loge au théâtre pendant les entr'actes, et il parlait de littérature et de musique, avec une complicité intellectuelle que Marguerite n'avait jamais partagée avec aucun de ses protecteurs riches qui ne s'intéressaient qu'à son corps et à son apparence. Il lui apportait des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, des éditions rares de poètes qu'elle admirait, ou des romans nouveaux dont tout Paris parlait, et elle découvrait avec émerveillement qu'il la connaissait vraiment au-delà de l'image publique de courtisane célèbre, qu'il avait pris le temps d'apprendre ce qu'elle aimait et ce qui la touchait profondément. Un jour d'automne, alors que Marguerite était rentrée chez elle, plutôt que d'habitude, parce qu'une quinte de tout particulièrement violente l'avait forcée à quitter le théâtre avant la fin du spectacle. Elle trouva Armand, qui attendait devant son immeuble avec un bouquet de camélias blancs à la main. Il avait appris qu'elle était souffrante et il était venu prendre de ses nouvelles avec cette sollicitude sincère qui la touchait toujours parce qu'elle était si rare dans son monde où personne ne se souciait vraiment de personne, au-delà de ce que chacun pouvait apporter aux autres en termes de plaisir ou de profit. Marguerite hésita un instant avant de l'inviter à monter chez elle parce qu'elle savait que c'était dangereux de laisser entrer dans son intimité quelqu'un qui éveillait en elle des sentiments qu'elle avait, soigneusement enfouis depuis des années, mais la tentation était trop forte et elle finit par accepter en se disant qu'elle était assez forte pour maintenir les distances nécessaires. Ils passèrent l'après-midi ensemble dans le salon de Marguerite à parler de tout et de rien, pendant que dehors, la pluie d'automne tambourinait doucement contre les fenêtres et créait cette atmosphère de cocon protecteur qui invite aux confidences. Et pour la première fois depuis des années, Marguerite se sentit vraiment elle-même, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de porter un masque. Armand lui parla de sa vie à Paris, de ses études de droit qu'il poursuivait, sans grande conviction parce que c'était ce que son père attendait de lui, mais qui ne le passionnait pas vraiment, de son amour pour la littérature et son rêve secret d'écrire un jour des romans, même s'il savait que ce n'était pas une carrière acceptable pour le fils d'un receveur des finances respectables. Il lui parla aussi de sa famille en province, de son père veuf, qu'il avait élevé seul, avec beaucoup de sévérité mais aussi beaucoup d'amour, de sa sœur cadette, qui vivait encore à la campagne et qu'il adorait même s'il ne la voyait que rarement maintenant qu'il vivait à Paris. Marguerite l'écoutait avec une attention qu'elle n'accordait jamais au discours des hommes riches qui l'entouraient habituellement, et elle découvrait avec surprise qu'elle était fascinée par cette vie simple et honnête qui était si différente de la sienne faite de luxe et de mensonges. Elle sentait naître en elle un désir fou de tout abandonner pour vivre cette existence tranquille dont Armand lui parlait. Une vie où elle pourrait être simplement elle-même,
sans avoir à se maquiller et à s'habiller somptueusement et à sourire quand elle n'en avait pas envie, une vie où elle pourrait lire et jouer du piano et se promener dans la campagne sans être observée et jugée par des centaines de regards malveillants. Mais elle savait aussi que ce rêve était impossible parce qu'elle était ce qu'elle était. Une courtisane avec une réputation établie et des dettes considérables, et une maladie qui nécessitait des soins coûteux, et qu'Armand, avec sa petite rente modeste, ne pourrait jamais lui offrir le niveau de vie auquel elle était habituée même si elle le voulait. Elle se dit qu'elle devait mettre fin à cette amitié dangereuse avant qu'elle ne se transforme en quelque chose de plus profond qui ne pourrait mener qu'à la souffrance pour eux deux, mais elle n'arrivait pas à trouver le courage de le faire, parce que les moments qu'elle passait avec Armand étaient les seuls où elle se sentait vraiment vivante et vraiment elle-même. Les semaines passèrent et l'amitié entre Marguerite et Armand se transforma progressivement en quelque chose de plus intense et de plus dangereux. Ils se voyaient presque tous les jours maintenant et passaient des heures ensemble à parler ou simplement à être en silence dans une compagnie qui n'avait pas besoin de mots pour être complète. Marguerite sentait qu'elle était en train de tomber amoureuse d'Armand, malgré tous ses efforts pour résister à ce sentiment qu'elle savait destructeur, et elle voyait dans ses yeux qu'il ressentait la même chose, même s'il n'en parlait jamais ouvertement. Parce que tous les deux savaient que mettre des mots sur leurs sentiments les rendrait trop réels et trop impossibles à ignorer. Un soir de décembre, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon de Marguerite, devant la cheminée où brûlait un feu, qui projetait des ombres dansantes sur les murs, Armand prit enfin le courage de lui dire ce qu'il gardait en lui depuis si longtemps, qu'il l'aimait d'un amour véritable, qui n'avait rien à voir avec le désir physique ou l'admiration superficielle, mais qui touchait à l'essence même de qui elle était, au-delà de toutes les apparences. Il lui dit qu'il voulait qu'elle quitte cette vie qui la détruisait lentement, qu'il voulait l'emmener loin de Paris et de ses tentations et de ses regards cruels, qu'il voulait prendre soin d'elle et la protéger et lui donner la vie simple et honnête qu'elle méritait vraiment. Marguerite sentit les larmes lui monter aux yeux en écoutant cette déclaration qui était la plus belle et la plus sincère qu'elle ait jamais entendue, mais elle secoua la tête tristement en lui expliquant que c'était impossible, qu'elle avait des dettes énormes qu'elle devait rembourser et une maladie qui nécessitait des soins coûteux que seul un homme riche comme le comte de N pouvait lui offrir, qu'elle ne pouvait pas accepter de vivre dans la pauvreté avec lui-même si c'était ce qu'elle désirait plus que tout au monde. Elle lui dit aussi qu'elle ne voulait pas le compromettre aux yeux de sa famille et de la société en l'associant à une femme de sa réputation, que son père ne lui pardonnerait jamais d'avoir épousé une courtisane et que sa sœur serait déshonorée par cette alliance scandaleuse. Mais Armand refusa d'accepter ces arguments et insista avec une passion qui finit par briser les dernières résistances de Marguerite. Il lui dit qu'il se fichait complètement de l'argent et du qu'en dira-t-on et de l'opinion de sa famille, que le seul bonheur qu'il cherchait était de vivre avec elle-même dans la pauvreté la plus complète, qu'il trouverait un moyen de payer ses dettes et de soigner sa maladie même s'il devait pour cela travailler jour et nuit. Il la supplia avec des larmes dans les yeux de lui donner une chance
de lui prouver que son amour était sincère et assez fort pour surmonter tous les obstacles que la société pourrait mettre sur leur chemin. Marguerite regarda ce jeune homme qu'il aimait avec une pureté et une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et elle sentit quelque chose céder en elle, comme un barrage qui se brise sous la pression de l'eau accumulée pendant trop longtemps. Elle réalisa qu'elle était fatiguée de vivre cette vie de mensonge et de superficialité qu'elle voulait connaître, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, ce que c'était que d'aimer vraiment et d'être aimé vraiment en retour, et que même si ce bonheur ne durait que quelques mois ou quelques semaines, ce serait toujours mieux que de passer le reste de sa vie dans cette prison dorée où elle s'était enfermée. Elle prit les mains d'Armand dans les siennes et lui dit d'une voix tremblante, d'émotion, qu'elle acceptait, qu'elle allait tout quitter pour lui, le comte de Ney et son appartement luxueux et sa vie mondaine, et tout ce qui faisait d'elle la courtisane la plus célèbre de Paris. Elle dit qu'elle voulait partir avec lui loin de la ville et de ses tentations, qu'elle voulait vivre simplement à la campagne, dans une petite maison, où personne ne les connaîtrait, et où ils pourraient être juste Armand et Marguerite, sans le poids de leur réputation et de leur passé respectif. Armand la prit dans ses bras avec une joie qui illuminait son visage et la serra contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse si jamais il la lâchait, et Marguerite sentit pour la première fois depuis des années qu'elle était vraiment à sa place, que ce corps d'homme qui l'enlaçait n'était pas celui d'un client ou d'un protecteur qui la payait pour ses services, mais celui de quelqu'un qui l'aimait vraiment pour ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Ils s'embrassèrent avec une tendresse et une passion qui n'avaient rien à voir avec les gestes mécaniques que Marguerite accomplissait habituellement avec ses protecteurs, et elle découvrit avec émerveillement que l'amour physique pouvait être beau et émouvant quand il était partagé avec quelqu'un qu'on aimait vraiment. Les semaines qui suivirent furent une période de bouleversement intense où Marguerite mit en œuvre sa décision de tout quitter pour vivre avec Armand. Elle rompit avec le comte de N, qui fut d'abord incrédule, puis furieux de perdre sa maîtresse la plus prestigieuse. Elle vendit une partie de ses bijoux et de ses meubles pour rembourser ses dettes les plus pressantes. Elle fit ses adieux à ses amis du demi-monde, qui la regardaient avec un mélange d'envie et de pitié, en lui disant qu'elle était folle de tout abandonner pour un amour qui ne durerait probablement pas. Mais Marguerite ne les écoutait pas, parce qu'elle était trop heureuse de cette décision qu'elle avait prise et trop impatiente de commencer cette nouvelle vie avec Armand loin du Paris corrompu qu'elle connaissait. Ils trouvèrent une petite maison à louer à Auteuil, un village paisible, situé à quelques kilomètres de Paris, où les riches Parisiens possédaient des maisons de campagne pour échapper à la chaleur de l'été, mais qui était presque désert en hiver quand Marguerite et Armand s'y installèrent au début du printemps 1848. C'était une maison modeste comparée à l'appartement luxueux que Marguerite avait quitté, avec seulement quelques pièces simplement meublées et un petit jardin envahi par les mauvaises herbes, mais Marguerite la trouva 1000 fois plus belle
que tous les palais où elle avait vécu, parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle habitait quelque part qui était vraiment son chez elle, et non pas un décor luxueux, payé par un homme qui attendait quelque chose en retour. Les premiers mois à Auteuil furent les plus heureux que Marguerite ait jamais connus dans sa vie courte et tourmentée. Elle se réveillait chaque matin à côté d'Armand dans le lit simple qu'ils partageaient. Et elle avait du mal à croire que ce bonheur était réel et qu'elle n'allait pas se réveiller dans son ancien appartement de Paris en découvrant que tout n'avait été qu'un rêve. Ils passaient leur journée dans une simplicité qui aurait paru ennuyeuse à n'importe qui d'autre, mais qui leur semblait à eux deux le summum du luxe. Ils se promenaient main dans la main dans les chemins de campagne qui serpentaient à travers les champs et les bois. Ils s'occupaient ensemble du jardin où Marguerite plantait des rosiers et des pivoines qui fleuriraient au printemps. Ils lisaient à voix haute des romans, assis sous le vieux tilleul qui ombrageait la terrasse pendant que les oiseaux chantaient dans les branches au-dessus d'eux. Marguerite découvrait avec émerveillement qu'elle pouvait être heureuse sans les robes somptueuses et les bijoux étincelants et les soirées brillantes qui avaient constitué toute sa vie pendant des années, qu'en fait, elle était beaucoup plus heureuse dans cette vie simple où elle portait des robes en coton blanc qui ne coûtaient presque rien et où elle préparait elle-même les repas dans la petite cuisine avec l'aide de la vieille servante qu'ils avaient engagée. Elle aimait particulièrement ces soirées tranquilles où Armand lisait près de la cheminée pendant qu'elle jouait du piano ou brodait, ces moments de compagnie silencieuse qui n'avaient pas besoin de conversation pour être riches de sens et d'intimité. Armand était aux anges de voir Marguerite s'épanouir dans cette nouvelle vie et retrouver peu à peu une santé qu'elle avait perdue dans les excès de sa vie parisienne. Ses joues reprenaient des couleurs et ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, et même sa toux semblait moins fréquente et moins violente, maintenant qu'elle respirait l'air pur de la campagne et qu'elle dormait des nuits complètes, sans être dérangée par les fêtes et les soupers qui duraient jusqu'à l'aube. Il se disait qu'il avait eu raison de lui faire quitter Paris malgré toutes les difficultés que cela avait impliquées, et il se promettait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la garder heureuse et en bonne santé le plus longtemps possible. Mais leur bonheur tranquille fut troublé un jour de mai quand Armand reçut une lettre de son père qui demandait à le voir d'urgence à Paris pour une affaire importante, et Armand partit pour la journée en promettant à Marguerite qu'il serait de retour avant le soir. Marguerite passa la journée seule à s'occuper du jardin et à lire, en essayant de ne pas s'inquiéter de ce que le père d'Armand pouvait bien lui vouloir, mais elle avait un mauvais pressentiment qui grandissait à mesure que les heures passaient et qu'Armand ne revenait pas comme il l'avait promis. Ce fut finalement en début de soirée qu'une voiture s'arrêta devant, à la maison, et qu'en descendit, non pas Armand, mais un homme d'une 60aine d'années à l'allure, austère et distingué, que Marguerite reconnut immédiatement comme étant Monsieur Duval, le père d'Armand, dont elle avait vu le portrait dans la chambre de son fils. Elle sentit son cœur se serrer d'appréhension en voyant l'expression sévère sur le visage de cet homme qui la regardait avec un mélange de curiosité et de désapprobation à peine dissimulée, et elle comprit avec une certitude terrible
que cette visite n'annonçait rien de bon pour elle et pour Armand. Monsieur Duval entra dans le salon de la petite maison avec une raideur qui trahissait son malaise d'être dans la quinze. Demeure d'une courtisane, même si c'était une courtisane qui avait renoncé à sa vie passée, et il refusa le siège que Marguerite lui offrait pour rester debout dans une posture qui signalait clairement qu'il ne comptait pas rester longtemps. Il commença à parler d'une voix froide et mesurée qui contrastait avec l'émotion que Marguerite sentait bouillonner sous la surface. Il dit qu'il était venu voir Marguerite parce qu'il avait appris la liaison de son fils avec elle et qu'il voulait comprendre quelles étaient ses intentions envers Armand. Marguerite répondit avec toute la dignité dont elle était capable qu'elle aimait sincèrement Armand et qu'elle n'avait aucune intention de lui faire du mal ou de profiter de lui comme Monsieur Duval semblait le craindre, qu'au contraire, elle avait tout quitté pour lui et qu'elle ne demandait rien d'autre que de vivre tranquillement à ses côtés loin du monde qui les jugeait. Mais Monsieur Duval secoua la tête avec une expression de pitié mêlée de mépris qui blessa Marguerite plus profondément que n'importe quelle insulte directe. Et il dit que c'était précisément le problème, que cette liaison, même si elle était sincère des deux côtés, était en train de ruiner l'avenir d'Armand et de déshonorer toute sa famille. Il expliqua que Armand avait une sœur cadette qui était sur le point de se fiancer à un jeune homme de bonne famille, mais que cette famille avait appris la liaison d'Armand avec une courtisane célèbre et menaçait maintenant de rompre les fiançailles si ce scandale continuait parce qu'ils ne voulaient pas être associés à une famille dont le fils vivait publiquement avec une femme de mauvaise réputation. Il dit aussi qu'Armand était en train de ruiner sa propre carrière et ses propres perspectives d'avenir en s'isolant ainsi de la bonne société qui ne lui pardonnerait jamais d'avoir choisi une courtisane plutôt qu'une jeune fille respectable de son milieu. Marguerite écoutait ce discours avec un sentiment croissant de désespoir parce qu'elle comprenait que Monsieur Duval disait la vérité, même si cette vérité était cruelle, injuste, qu'effectivement, son passé de courtisane suivrait toujours Armand comme une ombre et qu'il serait toujours jugé et rejeté par la société à cause de son association avec elle. Elle pensa à cette jeune sœur innocente dont elle ne connaissait même pas le nom et qui allait perdre son bonheur à cause d'elle, et elle sentit la culpabilité l'envahir comme une marée noire qui noyait tous les arguments qu'elle aurait pu opposer au père d'Armand. Monsieur Duval vit qu'il avait marqué un point, et il poursuivit son offensive avec une habileté qui montrait qu'il avait soigneusement préparé cette conversation. Il demanda à Marguerite si elle aimait vraiment Armand comme elle le prétendait, et quand elle répondit que oui, avec des larmes dans les yeux, il dit alors que si elle l'aimait vraiment, elle devrait avoir le courage de le quitter pour son bien à lui, plutôt que de s'accrocher égoïstement à un bonheur qui le détruirait à long terme. Il dit que l'amour véritable consistait parfois à faire des sacrifices terribles pour le bien de la personne aimée, et que si Marguerite voulait prouver qu'elle aimait vraiment Armand, elle devrait accepter de disparaître de sa vie pour lui permettre de retrouver sa place dans la société et de construire l'avenir brillant qu'il méritait. Marguerite sentit son cœur se briser en 1000 morceaux
En entendant cette demande qui lui semblait à la fois monstrueuse et logique, elle voulait crier que c'était injuste et cruel de lui demander de renoncer au seul bonheur qu'elle ait jamais connu, que ce n'était pas sa faute si la société était hypocrite et intolérante et qu'elle ne devrait pas avoir à payer le prix de cette intolérance. Mais en même temps, elle savait que Monsieur Duval avait raison quand il disait qu'elle ruinait l'avenir d'Armand en restant avec lui, qu'il finirait par la détester un jour quand il réaliserait tout ce qu'il avait perdu à cause d'elle, sa famille et sa carrière, et sa place dans la société qui comptait tant pour un homme de son milieu. Elle pensa aussi à la jeune sœur d'Armand qui allait perdre son fiancé et son bonheur à cause d'un scandale auquel elle n'avait aucune part. Et cette pensée lui fut insupportable parce qu'elle savait ce que c'était que de voir son bonheur détruit par les circonstances, et elle ne voulait pas infliger cette souffrance à une innocente. Elle comprit avec une clarté terrible que si elle aimait vraiment Armand comme elle le prétendait, elle devrait trouver le courage de le quitter, même si cela la tuait, qu'elle devrait faire ce sacrifice ultime pour lui permettre de vivre la vie qu'il était destiné à vivre sans le poids de son passé à elle qui le tirerait toujours vers le bas. Marguerite regarda Monsieur Duval avec des yeux pleins de larmes et elle dit d'une voix à peine audible qu'elle acceptait, qu'elle quitterait Armand comme il le demandait, mais qu'elle voulait qu'il lui promette une chose en retour, qu'il ne dirait jamais à Armand la véritable raison de son départ, qu'il laisserait Armand croire qu'elle l'avait quitté parce qu'elle s'était lassée de lui ou parce qu'elle était retournée à sa vie passée de courtisane. Elle expliqua qu'elle préférait qu'Armand la déteste et la méprise plutôt qu'il sache qu'elle l'avait quitté par sacrifice, parce qu'elle savait que s'il connaissait la vérité, il refuserait d'accepter ce sacrifice et il viendrait la chercher malgré tous les obstacles. Monsieur Duval accepta cette condition avec un hochement de tête solennel et quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux pour cette femme qui acceptait de se sacrifier ainsi pour le bonheur de son fils. Et puis il partit en laissant Marguerite seule dans le salon de la petite maison où elle avait été si heureuse pendant quelques mois trop courts. Marguerite s'effondra sur le canapé en pleurant avec une violence qui secouait tout son corps et elle resta ainsi pendant des heures à pleurer la mort du bonheur qu'elle avait à peine eu le temps de connaître. Quand elle eut enfin épuisé toutes ses larmes, elle se leva avec une détermination froide et se mit à préparer son départ. Elle écrivit une lettre à Armand où elle lui disait qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas faite pour cette vie simple et ennuyeuse de la campagne, qu'elle retournait à Paris et à sa vie passée de courtisane parce que c'était ce qu'elle était vraiment et qu'elle ne pouvait pas lutter contre sa nature. Elle écrivit ces mots terribles avec une douleur qui lui déchirait le cœur parce qu'elle savait combien il blesserait Armand, qui croyait en elle et en leur amour, mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de le libérer vraiment et de lui permettre de l'oublier et de continuer sa vie sans elle. Elle plia la lettre et la laissa bien en évidence sur la table du salon où Armand la trouverait à son retour. Puis elle appela un fiacre et partit pour Paris en emportant seulement un petit sac avec quelques affaires
parce qu'elle ne voulait rien garder qui lui rappellerait ces mois de bonheur à Auteuil. Le trajet jusqu'à Paris se déroula dans un brouillard de douleur et de désespoir, où Marguerite regardait sans les voir les paysages qui défilaient par la fenêtre de la voiture, et quand elle arriva enfin dans la ville qu'elle avait quittée avec tant de joie quelques mois auparavant, elle sentit que quelque chose en elle était mort définitivement. Elle ne retourna pas dans son ancien appartement du boulevard de la Madeleine, qui avait été loué à quelqu'un d'autre depuis son départ, mais elle alla se réfugier chez une de ses anciennes amies courtisanes, qui l'accueillit avec une fausse compassion qui cachait mal sa satisfaction de voir Marguerite revenue dans le demi-monde après avoir cru pouvoir s'en échapper. Marguerite s'installa dans une chambre d'amis et passa les jours suivants dans un état de prostration complète où elle refusait de manger et de voir qui que ce soit. Elle restait couchée dans son lit à fixer le plafond en pensant à Armand et à la souffrance qu'elle devait lui avoir causée avec sa lettre cruelle. Elle imaginait Armand rentrant à Auteuil et trouvant la lettre et la lisant avec une incrédulité qui se transformerait progressivement en douleur puis en colère. Elle imaginait son visage se fermant et ses yeux se durcissant en réalisant que la femme qu'il aimait l'avait trahi et abandonné pour retourner à sa vie de débauche. Et cette pensée lui était si insupportable qu'elle devait mordre son oreiller pour ne pas hurler de désespoir. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire pour le bien d'Armand et de sa famille, mais cette certitude intellectuelle ne soulageait en rien la douleur émotionnelle qui la ravageait de l'intérieur. Les semaines passèrent et Marguerite ne reçut aucune nouvelle d'Armand, ce qui lui confirmait qu'il l'avait effectivement crue et qu'il la détestait maintenant pour ce qu'elle lui avait fait. Et cette pensée était à la fois un soulagement, parce que cela signifiait que son sacrifice avait fonctionné, et une torture, parce qu'elle aurait tout donné pour pouvoir lui expliquer la vérité et retrouver, ne serait-ce qu'un instant, le regard aimant qu'il posait sur elle autrefois. Elle commença à sortir à nouveau dans le monde mondain parisien parce qu'elle avait besoin d'argent pour vivre et qu'elle n'avait pas d'autre moyen de subsistance que de reprendre son ancien métier de courtisane, mais elle le faisait maintenant avec un détachement complet qui faisait qu'elle était physiquement présente aux soirées et aux soupers, mais mentalement absente, comme un automate qui accomplissait mécaniquement les gestes attendus. Sa santé, qui s'était améliorée pendant ces mois à Auteuil, recommença à se détériorer rapidement avec le retour à la vie nocturne et aux excès qui l'accompagnaient. Sa toux redevint violente et fréquente, et elle recommença à cracher du sang régulièrement, et les médecins qu'elle consultait secouaient la tête avec gravité, en lui disant qu'elle n'avait plus que quelques mois à vivre si elle ne changeait pas radicalement de mode de vie. Mais Marguerite ne se souciait plus de vivre maintenant qu'elle avait perdu Armand. Elle se disait même que mourir serait un soulagement qui mettrait fin à cette souffrance qui la rongeait jour et nuit. Un soir d'automne, alors qu'elle était au théâtre, dans une loge que lui avait payée son nouveau protecteur, un banquier riche et vulgaire qu'elle détestait,
Marguerite aperçut soudainement Armand dans la salle, qui la regardait avec une expression de haine et de dégoût qui lui glaça le sang. C'était la première fois qu'elle le revoyait depuis son départ d'Auteuil plusieurs mois auparavant, et elle fut choquée de voir combien il avait changé. Son visage avait perdu toute sa douceur et sa sensibilité pour prendre une dureté qui le rendait presque méconnaissable, et ses yeux qui la regardaient autrefois avec tant d'amour ne contenaient maintenant que du mépris et de la colère. Pendant les semaines qui suivirent, Marguerite croisa régulièrement Armand lors de divers événements mondains, et elle dut supporter de le voir la traiter avec une froideur cruelle qui lui faisait plus mal que n'importe quelle violence physique. Il l'insultait parfois publiquement, en l'appelant des noms dégradants devant tout le monde. Il affichait ostensiblement sa liaison avec d'autres courtisanes pour la rendre jalouse, et il cherchait toutes les occasions de l'humilier pour se venger de ce qu'il croyait être sa trahison. Marguerite supportait tout cela sans jamais riposter ni se défendre, parce qu'elle pensait qu'elle méritait cette punition pour le mal qu'elle lui avait fait, même si ce mal était motivé par l'amour, et elle se disait que si cette haine qu'Armand lui manifestait l'aidait à l'oublier et à continuer sa vie, alors elle était prête à endurer n'importe quelle souffrance. Mais un soir, lors d'un bal masqué, organisé dans un hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, Armand alla trop loin dans sa cruauté et humilia publiquement Marguerite devant une centaine d'invités en lui jetant à la figure une liasse de billets de banque, en disant que c'était le paiement pour les services rendus. Autrefois, comme si elle n'avait jamais été rien d'autre qu'une prostituée qu'on payait pour ses faveurs, Marguerite devint blanche comme un linge et s'évanouit sous le choc de cette insulte terrible. Et quand elle revint à elle quelques minutes plus tard, elle était couchée dans un petit salon où on l'avait transportée, et elle vit Armand debout, près de la porte, avec une expression d'horreur sur le visage, comme s'il réalisait seulement maintenant ce qu'il venait de faire. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, et Marguerite vit dans les yeux d'Armand que sous toute sa colère et sa haine, il l'aimait encore, qu'il souffrait autant qu'elle de cette séparation et de cette guerre qu'il se livrait, et elle aurait voulu lui crier la vérité et lui dire qu'elle ne l'avait jamais trahi et qu'elle l'aimait encore plus que tout au monde. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Armand était parti en refermant violemment la porte derrière lui, et Marguerite resta seule, avec son cœur brisé et sa santé qui continuait à se détériorer jour après jour. Les mois d'hiver furent terribles pour Marguerite, qui se retrouva de plus en plus souvent clouée au lit par sa maladie qui progressait inexorablement. Elle maigrissait à vue d'œil, et sa beauté légendaire se fanait comme une fleur qu'on aurait oubliée sans eau. Ses joues autrefois pleines se creusaient, et ses yeux autrefois brillants s'enfonçaient dans leurs orbites, entourés de cernes sombres. Son nouveau protecteur, le banquier, l'abandonna dès qu'il réalisa qu'elle était vraiment malade, parce qu'une courtisane malade ne servait à rien, et qu'il ne voulait pas être associé à quelqu'un qui allait bientôt mourir, et Marguerite
se retrouva sans ressources dans un petit appartement misérable qu'elle louait avec les derniers bijoux qu'elle avait vendus. Elle passait ses journées seule parce que toutes ses anciennes amies l'avaient abandonnée maintenant qu'elle n'était plus utile socialement et qu'elle ne pouvait plus les inviter à des fêtes somptueuses. Et la seule personne qui restait fidèle était sa vieille femme de chambre Nanine, qui venait la voir tous les jours, malgré le fait que Marguerite ne pouvait plus la payer et qui la soignait avec un dévouement qui touchait profondément. Marguerite. Nanine essayait de la convaincre d'écrire à Armand pour lui dire la vérité sur pourquoi elle l'avait quitté, mais Marguerite refusait obstinément parce qu'elle ne voulait pas qu'Armand revienne vers elle maintenant, qu'elle était en train de mourir et qu'elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Un jour de février, alors que la neige tombait doucement sur Paris, en recouvrant la ville d'un manteau blanc qui étouffait tous les bruits, Marguerite eut une crise particulièrement violente, qui la laissa si faible qu'elle pouvait à peine respirer, et elle comprit avec une certitude tranquille qu'elle était en train de mourir et qu'elle n'avait plus que quelques jours ou peut-être quelques heures à vivre. Elle demanda à Nanine d'aller chercher un prêtre pour recevoir les derniers sacrements, et puis elle s'installa dans son lit en attendant la fin qui viendrait bientôt la délivrer de ses souffrances. Mais avant que le prêtre n'arrive, il y eut un coup violent frappé à la porte de l'appartement et Nanine alla ouvrir pour découvrir Armand sur le seuil, le visage ravagé par l'angoisse et les larmes, qui demandait à voir Marguerite immédiatement. Il avait appris par hasard qu'elle était gravement malade et mourante, et il était accouru depuis la province où il s'était retiré après le scandale du bal masqué, et en chemin, il avait rencontré par hasard son père, qui lui avait enfin dit la vérité sur le sacrifice de Marguerite et sur comment elle l'avait quitté. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle l'aimait trop pour accepter de ruiner sa vie. Armand se précipita dans la chambre de Marguerite et s'agenouilla près du lit en prenant ses mains décharnées dans les siennes, et il lui demanda pardon avec des sanglots qui secouaient tout son corps pour tout le mal qu'il lui avait fait et pour ne pas avoir compris plus tôt qu'elle s'était sacrifiée pour lui. Marguerite le regarda avec des yeux remplis de larmes de joie, en réalisant qu'il savait enfin la vérité et qu'il était revenu vers elle. Et elle lui dit d'une voix à peine audible qu'elle lui pardonnait tout et qu'elle était heureuse de le voir une dernière fois avant de mourir, que ces quelques minutes qu'elle passait avec lui maintenant valaient toute une vie de bonheur. Armand refusa d'accepter qu'elle allait mourir et il lui promit qu'il l'emmènerait à la campagne dès qu'elle serait assez forte pour voyager, qu'il prendrait soin d'elle et qu'elle guérirait dans l'air pur, loin de Paris et de ses souvenirs douloureux. Marguerite sourit tristement en écoutant ces promesses qu'elle savait impossibles à tenir parce qu'elle sentait la mort qui approchait à grands pas, mais elle ne dit rien pour ne pas briser l'espoir d'Armand, et elle se contenta de serrer sa main aussi fort que ses dernières forces le lui permettaient. Ils passèrent les jours suivants ensemble, dans un bonheur étrange et douloureux, où chaque moment était précieux, parce qu'ils savaient tous les deux que c'étaient les derniers qu'ils partageraient. Armand restait assis près du lit de Marguerite, en lui tenant la main et en lui parlant doucement de leur avenir imaginaire à Auteuil, où ils retourneraient vivre heureux,
comme il l'avait été pendant ces quelques mois bénis, et Marguerite l'écoutait avec un sourire faible, en faisant semblant de croire à ses rêves qu'elle savait irréalisables. Elle lui dit qu'elle ne regrettait rien de ce qui s'était passé, que ces mois qu'ils avaient vécus ensemble à Auteuil avaient été les plus beaux de sa vie et qu'ils valaient toutes les souffrances qu'elle avait endurées ensuite, qu'elle mourrait heureuse maintenant, qu'elle savait qu'il l'avait vraiment aimée et qu'il comprenait enfin pourquoi elle l'avait quitté. Marguerite mourut un matin de mars, alors que le printemps commençait à pointer timidement à travers la neige qui fondait. Elle s'éteignit doucement dans les bras d'Armand qui la tenait serrée contre lui en pleurant et en lui murmurant des mots d'amour qu'elle n'entendait déjà plus. Sur son visage apaisé par la mort, il y avait une expression de paix et de sérénité qui contrastait avec toutes les souffrances qu'elle avait endurées pendant sa courte vie, et Armand se dit, en la regardant qu'elle était enfin libérée de ce monde cruel qu'il avait jugé et condamné pour des choix qu'elle n'avait pas vraiment faits. Les funérailles de Marguerite furent modestes et peu suivies parce que toutes les personnes qui l'avaient adulée de son vivant l'avaient abandonnée dans la maladie et la mort. Seuls Armand et Nanine, et quelques rares amis fidèles, accompagnèrent son cercueil jusqu'au cimetière de Montmartre, où elle fut enterrée dans une tombe simple sans monument grandiose. Armand resta longtemps agenouillé devant la tombe après que tous les autres furent partis, et il se jura qu'il ne l'oublierait jamais et qu'il honorerait sa mémoire en vivant la vie honorable et digne qu'elle avait voulu pour lui, même si cela signifiait renoncer à tout espoir de bonheur personnel. Les années passèrent et Armand tint sa promesse. Il se maria comme son père le souhaitait avec une jeune fille respectable de bonne famille, et il eut des enfants et une carrière honorable, mais il ne parla jamais de Marguerite à personne, sauf à sa sœur, à qui il raconta un jour toute l'histoire, en lui faisant promettre de ne jamais la répéter. Il retournait chaque année, à la date anniversaire de sa mort, déposer des camélias blancs sur sa tombe, et pendant ces visites solitaires, il se permettait de pleurer l'amour qu'il avait perdu et de se demander ce qu'aurait été leur vie s'ils avaient vécu dans un monde plus juste et plus tolérant qui aurait accepté leur amour malgré le passé de Marguerite. Il pensait souvent à cette question que l'histoire de Marguerite posait avec une clarté douloureuse. Est-ce qu'on peut vraiment aimer sincèrement, même quand la société refuse cet amour? Et il se disait que oui, on peut aimer, malgré tout, et que même si cet amour est condamné à finir tragiquement, il vaut quand même la peine d'être vécu, parce qu'il transforme ceux qui le vivent et leur apprend quelque chose d'essentiel sur la nature humaine et sur la possibilité de transcender les barrières sociales par la force du sentiment véritable. La nuit tombait lentement sur le cimetière de Montmartre, en enveloppant les tombes d'une obscurité douce parsemée des premières étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel, qui s'assombrissait, et Armand restait assis sur le banc de pierre, près de la tombe de Marguerite, en regardant les camélias blancs qu'il avait apportés et qui brillaient faiblement dans la pénombre.
Il pensait à cette jeune femme qui avait sacrifié son bonheur pour le sien et qui était morte en l'aimant encore, et il se disait que même si leur histoire avait été tragique, elle avait aussi été belle, d'une beauté terrible qui venait de la pureté des sentiments et de la grandeur du sacrifice. Il se levait finalement pour rentrer chez lui, où l'attendaient sa femme et ses enfants qui ne connaîtraient jamais cette partie de son passé, mais avant de partir, il posait sa main sur la pierre tombale froide et murmurait un dernier « au revoir » à celle qui resterait toujours dans son cœur, comme l'incarnation de l'amour véritable et du sacrifice ultime. Et tandis qu'il s'éloignait lentement dans la nuit qui tombait complètement maintenant, il se disait que l'histoire de Marguerite était une de ces histoires qui ne devraient jamais être oubliée, parce qu'elle rappelle aux gens que derrière les jugements faciles de la société se cachent parfois des âmes nobles et des amours sincères qui méritent d'être honorées, même si elles ne se conforment pas aux conventions établies. Que votre nuit soit paisible et que vos rêves soient remplis de la certitude que l'amour véritable existe même dans les circonstances les plus difficiles, que le sacrifice fait par amour est la plus belle preuve de sentiment qu'on puisse donner, et que parfois les histoires les plus tragiques sont aussi les plus belles, parce qu'elles touchent à quelque chose d'essentiel et d'universel dans le cœur humain. Bonne nuit.